Voilà, regarde. On y va. Non, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Véran, Élise Lucet, Cache Investigation. Je ne vous serre pas la main parce que Covid. On se check le point. Que l'on vienne des beaux quartiers ou des campagnes reculées, que l'on ait une hygiène de vie irréprochable ou que l'on mène une vie plus dissolue, quand la maladie frappe, nous pouvons tous compter sur notre système de santé. Pour tous, c'est la même salle d'attente. Suivant. Le même médecin. Suivant. La gratuité des soins. Ouvrez la bouche. Dites A. La gratuité des médicaments. En France, lorsqu'il faut se soigner, nous sommes tous égaux. Cocorico! Bon. Là, on s'est un peu fait un film. Nickel, parfait. Bah, on peut y aller? On y va? Car en réalité, notre système de santé creuse les inégalités. Et oui, malheureusement, nous n'avons pas tous accès à la même qualité de soins. En fait, 8 millions de Français vivent dans un désert médical. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir accès aux soins. En cause, la liberté d'installation des médecins. On ne comprend pas effectivement qu'on ne puisse pas imposer des règles d'installation un petit peu plus strictes pour les médecins, quoi. La puissance publique répond systématiquement aux demandes des médecins libéraux et ne veut pas les affronter. Vous répondez pas à ma question. Non, c'est vrai. Pendant des mois, nous avons passé au crible des millions de données de santé confidentielles et nous allons vous révéler que des centaines de cliniques et d'hôpitaux en France opèrent des cancers sans autorisation de l'État. C'est une vraie grosse perte de chance immédiate pour les patients. C'est totalement inacceptable. Il y a au moins 36 femmes qui, depuis 2016, ont été opérées dans votre clinique sans autorisation. Comment c'est possible? Je pense que ça vaut le coup qu'on prenne un petit peu le temps d'en parler, non? Vous pensez pas? Un traitement est devenu une machine à cash, c'est la dialyse. Pour le dénoncer, un médecin a filmé ses séances de soins avec une caméra cachée dans une clinique. On signe toutes les feuilles, même pour les patients qui dorment, parce qu'on considère qu'on les a vus. Voilà. Quelle est votre réaction? Wow, c'est indigne, quoi. C'est une escroquerie. Votre santé les intéresse. Nous, on s'est intéressés à leur pratique. En France, dans une commune sur 3, trouver un médecin est presque une mission impossible. Au sud de la Normandie, l'Orne est devenue une zone de non-droit médical. Un Far West de la santé, où la tête des médecins est mise à prix. Tiens, tu vas voir là sur la grille. Tu vois, c'est un avis de recherche comme dans le Far West. Wanted. La ruée vers l'Orne, le département recrute 15 médecins salariés. Au milieu de ce désert, la Ferté-Macé, 5500 habitants. Chaque jeudi, à l'heure du marché, le bar du centre se remplit. On a poussé la porte de cette vie sans médecin. C'était avant l'épidémie de Covid. Comme 6 à 8 millions de Français, pour ce groupe d'amis, accéder aux soins est une aventure quotidienne. En 2001, il y avait 10 médecins.
médecins. Ici à la Ferté. Ici, à la Ferté, c'est 10 médecins libéraux, et là, on est en 2019, il en reste 2. C'est 10-20 km pour aller voir leur médecin. Bah, ça, il y a quelques années. On est prêt à faire 1 heure de route. Ouais. Après, quand on sera peut-être plus âgé, ça sera peut-être plus effectivement. Voilà, elle noircirait pas un peu le tableau, là? Vous allez pas me faire croire que trouver un rendez-vous chez le médecin, ça nous résiste longtemps. 3 coups de téléphone, ça sera vite réglé. Sauf qu'entre les secrétariats saturés... Désolé, mais la messagerie de votre correspondant ne peut pas recevoir de message. Et les répondeurs, c'est, disons, compliqué. C'est un peu compliqué. C'est très très compliqué dans le coin pour trouver un médecin traitant. Il n'y a plus qu'un seul médecin. Et non, il ne prend pas de nouveaux patients. Ok, on s'est un peu surestimé. C'est sûrement pour ça qu'à la Ferté, 1 habitant sur 4 n'a pas de médecin traitant. Une pénurie qui impacte tout le système de santé. À tel point que l'hôpital du coin est saturé. C'est à quelle heure vous aimeriez venir ? Aux urgences de Flers, la matinée ne fait que commencer et déjà les soignants encaissent comme ils peuvent. Ce jour-là, c'est le docteur Célia Bourdon qui dirige les urgences. Ces 5 dernières années, elle a vu les visites augmenter de 23%. Dans le même temps, le nombre de généralistes libéraux dans le département diminuait de 20%. Est-ce qu'il y a des profils que vous voyez aux urgences que vous ne devriez pas voir normalement? Bah oui, par exemple, là-bas, le monsieur qui est assis, il vient parce qu'il a une douleur abdominale qui aurait pu être vue par son médecin traitant. Il vient, c'est pas son choix de venir aux urgences, il vient parce qu'il dit clairement que son médecin traitant ne peut pas le voir avant 1 semaine. Et ça, c'est quotidien? Oui, c'est quotidien. Vous remplacez les médecins généralistes qui manquent? Oui, beaucoup. C'est une surcharge de travail qui n'aurait pas lieu d'être si on avait suffisamment de médecins dans la région. Des patients sans médecin qui encombrent l'entrée de l'hôpital, vous vous y attendiez peut-être. Bonjour. Eh bien, sachez que faute de généralistes, dans les étages, c'est aussi l'embouteillage. Selon David Trouchot, le directeur de l'hôpital, de nombreuses personnes âgées sont bloquées ici. Pour les renvoyer chez elles, le directeur aurait besoin de l'aide des médecins traitants. Ce sont eux qui coordonnent le maintien à domicile. Les visites quotidiennes des infirmières, par exemple. Ça va, on s'est salué, ça va. Bonjour docteur. Alors, le docteur Balanga, en plus d'être basketteur, il est aussi grand que vous, en plus d'être basketteur, il est aussi médecin polyvalent au sein du service. Et c'est quelqu'un qui peut aussi vous expliquer les difficultés qu'on rencontre ici avec des patients qui n'ont pas forcément besoin d'être hospitalisés parce qu'ils ne reçoivent pas de soins dans notre hôpital. Ce sont des personnes avec un tissu médical de proximité, notamment des médecins généralistes, on arriverait à maintenir à domicile? Oui, mais le problème c'est que ce tissu de proximité a disparu, ou s'est considérablement étiolé. Et c'est un paradoxe, parce qu'on n'a jamais autant eu de docteurs en médecine en France au moment où je parle. Vous avez bien raison, monsieur le directeur. Sauf qu'aujourd'hui, les étudiants en médecine choisissent plutôt de devenir spécialistes que généralistes. Votre hôpital en plein désert va donc devoir se substituer encore un moment aux médecins de campagne. Heureusement, en France, il y a encore des coins où il fait bon vivre. Et surtout, où l'on n'a pas de problème d'accès aux soins. Biarritz est l'une des 10 villes françaises les mieux dotées en médecins. En 2020, il y a 22 généralistes pour 10 000 habitants. Pas tout à fait comme à la Ferté-Macé dans l'Orne, où ils ne sont que 4 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Biarritz, le paradis médical dont on rêve tous. Là, en fait, on est dans le centre-ville et il y a des médecins un peu de partout. Regarde toutes ces plaques de médecins là. Franchement, ici, il y a autant de surfeurs que de médecins. Peut-être plus de médecins que de surfeurs. Si autant de médecins choisissent de s'installer ici, c'est parce qu'en France, ils sont libres de visser leurs plaques où ils veulent.
La liberté d'installation, un principe auquel les médecins sont très attachés. Bonjour, docteur. Et ce n'est pas le docteur Baruch, fils et petit-fils de médecin, qui dirait le contraire. Moi, à la base, j'ai fait médecine, j'ai fait mes études pour être sûr de pouvoir exercer là où je le souhaitais, et notamment au bord de l'océan. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'embrasser la carrière de médecin, et également pour la liberté que ça procure. Vraiment, c'est important d'avoir une liberté. La liberté d'installation, la liberté d'exercice, une liberté de pouvoir changer de façon d'exercer, de lieu d'exercice, la liberté de pratiquer selon des horaires souples. La liberté, c'est quelque chose d'important pour vous? Ah oui, pour moi, une des caractéristiques de la médecine libérale en France, c'est justement cette liberté. Maintenant, vous savez pourquoi on les appelle libéraux. La liberté, c'est un beau concept. Mais en pratique, cette liberté entraîne une mauvaise répartition des médecins sur le territoire. Alors, comment règle-t-on ce problème de désert médical? Nous sommes retournés dans le Far West de la santé, dans l'Orne. Pour résoudre cette affaire, on a épinglé notre étoile de shérif. Nous avions identifié un suspect, la liberté d'installation, mais pas le début d'une solution. Puis, d'un coup, au bord de la route, une lueur a attiré notre regard. L'apothicaire, nous en étions presque sûrs, pourrait nous aider. Ok, donc je prépare ça. C'est bien d'en parler, le problème c'est de trouver la solution, quoi. Pascal Glay a bien une solution pour faire revenir les médecins. Un modèle d'installation éprouvé depuis 80 ans, celui des pharmaciens. Voilà, merci bien. Bah, bon Lui, retour, au revoir. il n'a pas pu choisir son coin de rue. Les pharmaciens ne peuvent pas s'installer où ils le veulent, où ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes démographiques. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de population, vous pouvez ou non avoir une pharmacie. Ça évite que toutes les pharmacies soient les unes à côté des autres à côté, personne sur 50 km. C'est-à-dire qu'il y a réellement un maillage, c'est-à-dire une répartition sur tout le sol métropolitain qui est assez égalitaire pour la population. Les pharmaciens ne sont pas les seuls à être contraints. C'est même plutôt devenu la norme parmi les professions de santé. Les sages-femmes, les infirmiers et les kinés aussi ont été privés de leur liberté d'installation. Et pourtant, toutes ces professions sont des professions libérales. Nous, on a une règle du jeu qui ne s'applique pas à l'ensemble des intervenants de la chaîne de santé. Donc là, on ne comprend pas effectivement qu'on ne puisse pas imposer des règles d'installation un petit peu plus strictes pour les médecins, quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est vrai ça. Il a raison, Pascal. Pourquoi ne peut-on pas forcer les médecins à s'installer là où la population a besoin d'eux? Cette question, il y a bien un médecin installé en plein désert médical qui se l'est également posée. Le docteur Martial Olivier Queuret a présidé le principal syndicat de généralistes français. Il a négocié au plus haut niveau de l'État. Mais avec ses positions très tranchées, il ne s'est pas fait que des amis. Vous avez un surnom dans la profession. Est-ce qu'on peut le dire? Si vous voulez, oui, si ça vous plaît. C'est quoi votre surnom? Écarisseur. Écarisseur de quoi? Pourquoi est-ce que vous... Écarisseur, je suis l'écarisseur de la médecine. Un quoi? Ah ouais. Bah dis donc, chez les Toubib, on n'y va pas de main morte, hein? Il faut dire que le docteur Queuret ose questionner ses confrères sur leurs devoirs. Ce sont tout de même 9 milliards d'euros de consultations que l'assurance maladie verse chaque année aux généralistes libéraux. Et d'autre part, nous sommes dans un pays où la population prépaye ses soins par ses cotisations et par ses impôts, et à un moment, lorsqu'elle a besoin, elle va chercher
ces soins qu'elle a prépayés. Et il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus suffisamment de professionnels ou plus de professionnels ou pas de professionnels disponibles pour pouvoir le faire. C'est au moins un tiers du territoire aujourd'hui. Donc ça pose question parce que nous avons fait un accord, nous les médecins libéraux, avec la société, disant qu'on a le monopole de l'exercice. Moi, j'ai un monopole d'exercice. Dans le monde moderne, un monopole, c'est assez rare et j'ai des prix garantis par la sécurité sociale. Dans un pays où les 3/4 des défaillances d'entreprises sont dues à un défaut de paiement. Donc, on a une situation économique qui est extrêmement intéressante. Et le paradoxe, c'est que partout, on nous dit qu'on manque de médecins parce qu'il y a une mauvaise répartition de ces médecins. Donc, il y a un problème. Et ce problème, c'est aux organisations professionnelles à apporter des solutions. Les organisations professionnelles. Vous voyez pas ce que c'est? Bon, les syndicats, ça, vous connaissez. La Cégette. Les barbecues saucisses merguez, vous voyez? Bon. Bah, les médecins libéraux ont aussi leurs syndicats. Mais différents. Chez les médecins, c'est un peu plus feutré. Ambiance veston et pull sur les épaules. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Le médecin peut aussi être très, très revendicatif. Bonjour monsieur Hamon. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. On se Oui, sent pas la main. le coude, ouais, c'est pas ça. un tout bip que Non, je vais non, dire mais ça c'est quand ça, même. absolument, ouais, Voilà. absolument. D'accord. Jean-Paul Hamon préside la Fédération des médecins de France, l'un des principaux syndicats. Depuis plus de 20 ans, il défend bec et ongle la médecine libérale. Et pour résoudre le problème du désert médical, il a une solution radicale. Jean-Paul Hamon, vous êtes président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous êtes aussi médecin généraliste sur le terrain en région parisienne, à Clamart. Quelle est votre solution à vous pour régler ce problème des déserts médicaux? Bon, il est relativement simple, hein. On a laissé les médecins continuer à travailler dans des conditions difficiles qui ne donnent pas envie aux jeunes médecins de s'installer. Il faut permettre aux médecins de travailler dans de bonnes conditions, avec un secrétariat d'accueil, avec des locaux corrects pour accueillir à la fois des internes et leur faire que découvrir une médecine libérale et générale qui est passionnante à exercer. Ouais. Et donc là, c'est là qu'il faut donner les moyens. Mais donner les moyens, c'est quoi? C'est des Donner les moyens, incitations financières? C'est des incitations financières, Clairement. mais qui ne rentrent pas dans la poche du médecin. Le forfait structure, tel que je le demande, il coûte 50 000 € à la collectivité. Or, actuellement, 50 000 € par médecin généraliste qui s'installe, c'est ce que vous dites? Par 50 000, an ou par, 50 000 € par an pour tous les généralistes de France qui auraient un secrétariat d'accueil, Oui. qui accueillerait des internes. Bien, tout ça, c'est du service. C'est pas de l'argent qui rentre dans la poche du médecin. Non, bah, enfin, ça va C'est- coûter cher, dites-moi, 50 Attendez, 000 € par excusez-moi, médecin généraliste, excusez-moi. ça commence à faire beaucoup Si d'argent. si vous voyez ce qui se passe, ça, c'est un coût qui coûte, c'est un coût de 2 milliards. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, en distribuant 50 000 € par an à chaque généraliste de France, vous allez régler le problème des déserts médicaux? Parce que si vous me dites, à la limite, moi je donne 50 000 € par an à ceux qui s'installent dans les déserts médicaux, je comprends. Mais là, si vous le donnez à tout le monde, je comprends plus. Parce que les zones où il y a assez de généralistes, elles se comptent sur les 10 doigts d'une main. C'est rarissime. Vous comprenez? Dites-moi, C'est ça, ouais. en France, les pharmaciens, est-ce qu'ils ont la liberté d'installation? Non, ils n'ont pas la liberté d'installation, mais ils ont l'assurance de revendre leur pharmacie quand ils partent à la retraite, et ce qui n'est plus le cas pour les médecins actuellement. Or, Les kinés, est-ce qu'ils ont la liberté d'installation? les kinés, oui, je crois, oui. Les infirmières, non. Les kinés n'ont pas la liberté d'installation. Les infirmières, non. Oui, bon. Les sages-femmes, non. Oui, mais attendez, les infirmières, non, mais les infirmières, il y avait une surpopulation d'infirmières. Mais là, pharmacien, kiné, infirmière libérale, sage-femme, énormément de professions médicales ou paramédicales qui n'ont pas la liberté d'installation, tout se passe bien. Il n'y a pas de désert de pharmaciens. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas le même système aux médecins généralistes? Ça pourrait régler le problème des déserts médicaux. Je vais vous dire, non, ça ne va rien régler du tout, parce que ça va mettre les médecins, ils vont aller dans le salariat. Et alors, le patient, quand il a un médecin en face de lui, qu'il soit salarié ou qu'il soit généraliste, libéral, avec la liberté d'installation, pour lui, c'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'on le soigne bien. Ouais, je peux vous dire que en ce qui concerne la liberté d'installation, ça fait des années qu'on en parle. Hein. Ça résoudra jamais le problème de la désertification Mais ça médicale. fait des années qu'on en parle, mais rien ne bouge. Mais rien ne bouge parce que on refuse de mettre l'argent qu'il faut sur la médecine libérale. Qui finance majoritairement les consultations chez les médecins généralistes? Les patients.
C'est la Sécu, parce qu'ils sont remboursés, les patients. C'est l'assurance maladie. Oui, c'est l'assurance maladie. D'accord, oui. c'est l'assurance maladie qui finance majoritairement les consultations chez les généralistes. Puisque vous êtes payé par les contribuables majoritairement, vous ne devriez pas aller là où les gens ont besoin de vous. Mais les gens, ils ont déjà besoin de moi à Clamart. Hein. Non, mais je ne vous parle pas de vous personnellement, monsieur Hamon. Je vous parle de vous, les généralistes. Vous savez, c'est toujours délicat ce financement de la caisse d'assurance maladie. C'est pas délicat, c'est factuel. C'est pas factuel. Il y a le remboursement d'un acte qui est dévalorisé. Et vous répondez pas à ma question. Non, c'est vrai, mais il faut quand même mettre un préalable à cette réponse. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis payé 25 € que je dois quelque chose à l'État. Quand vous avez des milliers, et à mon avis des centaines de milliers de patients qui vous disent en ce moment, moi, par l'intermédiaire de mes cotisations sociales, je paie les consultations des médecins. C'est normal que ces patients-là disent à un moment, est-ce qu'il n'y a pas un juste de retour des choses, qui est de dire, puisque je paie moi par mes cotisations sociales, les médecins généralistes, il faut juste qu'il y en ait un en face de moi. Non, mais je comprends. Non, mais attendez, je comprends tout à fait la difficulté que rencontrent les Français pour avoir un médecin. Seulement, le problème, c'est pas de la faute des médecins. C'est de la faute de l'État, qui est alerté depuis plus de 30 ans sur le fait qu'on prépare la désertification et que rien n'est fait pour enrayer cette désertification. Mais de votre côté, vous ne changez rien. Tous les syndicats de médecins ont toujours bloqué sur cette liberté d'installation. Rien ne bouge. Non, c'est-à-dire que rien ne bouge parce que l'État n'a jamais mis les moyens nécessaires pour inciter vraiment les médecins à s'installer et à bosser dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donner de l'argent aux médecins pour les inciter à s'installer là où on a besoin d'eux. Quelle bonne idée! Pour tout vous dire, ça fait près de 20 ans que les pouvoirs publics partent à la pêche au toubib avec cet appât. Ces enveloppes d'argent dans le jargon, on appelle ça des contrats. Le contrat d'aide à l'installation, bingo! Une prime de 50 000 € pour 5 ans dans une zone désertifiée. Le contrat de praticien territorial en médecine générale, l'assurance d'une rémunération minimum de 6 900 € bruts pendant 2 ans. Ou encore, le contrat de transition pour les médecins, 10% de prime sur chaque consultation. L'État en a actuellement une dizaine dans sa besace. Et souvent, ils sont cumulables. De quoi, a priori, appâter de gros poissons. Sauf qu'en remontant la ligne, la pêche est rarement miraculeuse. Voici les chiffres en 2019. 66 médecins bénéficient du contrat qui propose 10% de plus sur les consultations. Pour la grosse prime de 50 000 €, c'est seulement 859 médecins engagés. Pour la rémunération minimum de 6 900 €, on ne compte que 1 208 signataires entre 2013 et 2019. Voilà, ça fait pas beaucoup de médecins. Eh non. Ça fait pas lourd par rapport aux 60 000 généralistes libéraux français. Tellement pas lourd qu'en 2017, la Cour des comptes a qualifié ces aides d'inefficaces dans la lutte contre les déserts médicaux, jugeant que leur impact dans les zones fragiles reste faible, dénonçant une fuite en avant sans évaluation. Pour conclure, ces dispositifs timides et partiels ne sont manifestement pas à la hauteur des enjeux. Comme solution, les magistrats de la Cour avancent une idée. Demander aux jeunes médecins de s'installer là où la population a besoin d'eux. Il en pense quoi de ce rapport, Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France? Le CES. Alors, il y a un organisme, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes a publié un rapport en 2017. Je vous le montre, il est là, mais je pense que vous le connaissez par cœur. Et ici, il a qualifié les différentes incitations financières actuellement mises en œuvre d'inefficaces et dénonçant une fuite en avant sans évaluation. C'est écrit là.
Vous n'allez quand même pas me dire que la Cour des comptes, c'est pas sérieux. Il y aurait beaucoup à dire sur la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est pas sérieux. Il y aurait beaucoup à dire sur la Cour des comptes, parce que dire que les incitations ne marchent pas, c'est pas faux. Inefficace. Ouais, enfin, inefficace. Mais c'est pas faux, donc vous dites que c'est pas faux ce que dit la Cour des comptes. Ce que dit la Cour des comptes n'est pas complètement faux, mais parce que on n'a pas suivi ce que nous proposions. Oui, parce que ça va à l'encontre de ce que vous me disiez. Si les incitations financières sont inefficaces, on se dit que là, donner 50 000 € par an à chaque généraliste tous les ans, bah, si c'est inefficace, ça fait cher l'inefficacité. Ça fait cher l'inefficacité, mais on ne les a pas donnés. On ne les a pas donnés, ces 50 000 € tous les ans. Et on n'a ce qu'on a donné, c'est inefficace pour l'instant. Parce qu'on en a donné très peu. Mais vous êtes en train de me dire qu'il y aura simplement une incitation financière, mais à aucun moment vous nous dites il y a une contrepartie. C'est-à-dire, OK, on vous aide financièrement, mais il y a une obligation de votre part, qui est d'aller dans ces déserts médicaux pendant quelques années. Donc vous n'employez jamais ce terme. Non, c'est-à-dire que... Non, parce que moi, je crois fortement à l'incitation. Financière. Je pense à l'incitation financière ou pas. D'accord, mais sans aucune obligation en retour. Il faut arrêter avec l'obligation. OK. Donc, l'encadrement de l'installation des jeunes médecins a été proposé à plusieurs reprises. En 2017, par la Cour des comptes. La même année, par le Conseil économique et social. Voilà le rapport. En 2019, c'est-à-dire 2 ans après, par Bercy, donc le ministère de l'Économie et des Finances. Et en 2020, dernier document, par le Sénat. À chaque fois, dans ces 4 rapports, on parle bien de l'encadrement, de l'installation des jeunes médecins généralistes qui arrivent sur le terrain. On a rarement une telle unanimité. Pourquoi est-ce que vous campez sur vos positions en disant restriction de la liberté d'installation? Pas question. C'est pas parce que le Sénat, la Cour des comptes, le Conseil environnement et social, etc. sont d'accord. Oui, enfin, écoutez, je les connais, les gens qui sont là-dedans. Hein. C'est des gens qui n'ont pas pratiqué la médecine depuis un moment. Ils n'ont rien compris. Non, malheureusement, non, ils n'ont pas compris. Donc vous êtes les seuls à comprendre, vous, sur le terrain. Et malheureusement, si vous voulez, si on écoutait un peu plus les médecins, ceux qui exercent vraiment la médecine, pas ceux qui font de la politique. Hein. Si on nous avait écouté il y a 20 ans, quand moi j'ai commencé le syndicalisme en 2002, on n'en serait peut-être pas là. Merci à vous, Jean-Paul Hamon. Merci à vous. Vous l'avez compris, en France, les médecins ne sont pas prêts de changer d'avis sur un encadrement de leur installation. Hein? On y est encore demain dans cette affaire, mais c'est insoluble. Insoluble? Mais non. Vous allez voir, un autre pays l'a mise en place. Un pays dont le système de santé publique est très proche du nôtre. Un pays où il y a aussi une pénurie de médecins. Mais un pays où les doudounes sont beaucoup plus épaisses. Pour vous y emmener, on a enfilé nos bottes fourrées. Au Canada, dans la province de Québec, le territoire est immense. La population éparpillée. Pourtant, depuis quelques années, les déserts médicaux reculent. Il fait moins 10, moins 11. Il est 10 h du matin, ciel bleu. Pas de neige à l'horizon. Malgré son isolement à 600 km au nord de Montréal, la petite ville d'Amos est devenue une destination obligée sur la carte des médecins généralistes. Après 40 ans d'incitations financières inefficaces, au Québec, l'installation des jeunes médecins se fait en fonction des besoins de la population. C'est comme ça que Geneviève Land s'est retrouvée pour 2 ans dans cette zone reculée à la fin de son internat. Quand vous étiez étudiante, vous imaginiez un jour pratiquer dans une zone aussi isolée que celle-ci? Non, pas du tout. C'était la dernière chose que j'imaginais, en fait. Là, aujourd'hui, on vous voit ici, là, au milieu de la neige, avec votre 4x4. Mais avant, votre vie, c'était quoi, votre vie de citadine? Je vivais à Montréal, donc j'avais une Mini Cooper. Puis, donc, j'ai passé beaucoup d'heures dans les hôpitaux parce que, c'est ça, j'étais en chirurgie, donc c'était des 90-100 heures semaine à l'hôpital. Après ça, le soir, quand je finissais, j'allais prendre un verre dans les bars des environs. on est très, très loin de ça.
Aux yeux de certains praticiens français, cela pourrait ressembler à un aller simple vers le goulag. Pour s'installer, les jeunes médecins sont obligés d'aller là où des besoins ont été identifiés. Et en cas de non-respect de cette règle, les autorités appliquent une sanction. Une baisse de 30% de leurs revenus. C'est là, groupement de médecins de famille. Malgré toutes ces contraintes, ce n'est pas forcément ce que les médecins québécois retiennent de leur installation. Vous pouvez y aller tout de suite, mais je veux juste être certaine que le potassium que je vous donne, ça vous débalance pas. Donc, j'aimerais ça que ça fasse comme 2 semaines que vous preniez le potassium quand vous allez faire ces tests-là. OK? Est-ce que vous comprenez ou c'est du chinois? Non, c'est pas si pire. OK. Geneviève Land est l'un des derniers médecins arrivés à Amos. Un peu forcé, mais bien aidé financièrement. Quelles aides financières est-ce que vous recevez ici que vous n'auriez pas eu dans une grande ville? Tous les actes sont bonifiés, donc il y a une majoration de 30% sur les actes en cabinet. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on est payé à 130%. Ensuite de ça, on a des aides à l'installation qui sont des montants qui nous sont versés. Donc, c'est des montants ponctuels, 2 fois 25 000 $. Et puis, on a également droit à des journées de formation. Donc, 20 jours de formation par année et 4 déplacements. Je trouve ça très bien que des gens des grands centres s'en viennent ici, puis qui restent, qui y demeurent. Mais notre problème actuellement, c'est de les garder, ces médecins-là. C'est pour ça qu'on lui donne des gros salaires, puis... on lui donne des primes. L'argent avec ça, en fait. Plus l'isolement des jeunes généralistes est grand, plus le gouvernement compense financièrement. La recette du Québec, c'est ce mélange entre le bâton et la carotte. Dans les 4 années qui ont suivi la mise en place de ces règles, les flux d'installation de médecins se sont inversés dans la région. Dans les zones les plus démunies, ils ont augmenté jusqu'à 76%. Tandis que dans les zones les plus proches des grandes villes, il y avait 21% de moins de médecins qui s'installaient. Au bout de ces 2 années obligatoires, Ça, ce sera les vôtres. Geneviève Land a adopté sa nouvelle vie. Ne partez pas sans votre paire de raquettes, parce qu'on ne sait jamais. Elle a prolongé son contrat avec l'idée de s'établir ici. Je les ai peut-être mises à l'envers, non? Il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens. Oui, ça mis à l'envers. Elles sont à l'envers, hein, c'est ça? Mais je pense pas que ça dérange. Non, on va dire que ça dérange pas. Sur ce terrain, au printemps, démarrera la construction de sa future maison. Où ça? C'était où? Je pense qu'il y en a une autre qui nage, là. Vous regrettez d'avoir été un peu forcé au départ de venir ici? Non, maintenant, je suis heureuse. Puis ça serait jamais arrivé, en fait, si on m'avait pas forcée. Puis ça me fait mal au cœur de penser que j'aurais pas goûté à ces plaisirs-là. Si j'étais jeune, un petit peu ingrate et inconsciente. Mais après, je me suis dit, c'est vrai, j'ai bénéficié de toute la formation universitaire quand j'en avais besoin. Puis après, je dois fournir un service en échange. C'est comme ça que ça fonctionne. Waouh! Une telle conscience de l'intérêt général. Ça nous a un peu bousculés. Comment on se relève? Je vais vous donner la main. Ouais. Même au milieu de nulle part au Québec, un médecin vous tend la main. Merci. Depuis 2004, ici, les médecins autonomes, équivalents de nos libéraux, ont revu leurs principes pour le bien de la population. Ici comme en France, les médecins généralistes sont payés par de l'argent public. Ici comme en France, il existe une assurance maladie et des syndicats. Mais ici, face aux problèmes d'accès aux soins, les syndicats ont accepté de transiger sur leur liberté d'installation. Docteur, on va vous installer par là.
La docteure Lalancette a participé à ces négociations il y a 15 ans. Aujourd'hui, elle représente la profession à la direction de la fédération syndicale. C'est pour vérifier mes réflexes. C'est pour faire pro. Est-ce que 15 ans après, vous diriez qu'il a été utile de forcer un peu les médecins? Ah oui, définitivement. Ton travail de médecin, c'est de rendre des services à la population. La population, elle a besoin de toi. Il faut que tu ailles où sont les besoins. C'est pas toi qui détermine quels sont les besoins. C'est les besoins des gens. Qui sommes-nous? Parce qu'on est médecin, parce qu'on a une bonne formation, parce qu'on est un groupe privilégié, on n'a pas à répondre à personne, bien, je crois pas. Vu du Québec, la réaction des syndicats de médecins français semble aujourd'hui incongrue. Nous lui présentons une interview de Jean-Paul Hamon sur cette question. Donc, je vais vous montrer un moment, si vous voulez, où on pose la question justement de faut-il faire évoluer le système. Je vous laisse voir la réponse et puis après je vous... Voilà, allez-y. Je vous livre le résultat d'un sondage. Plus de 80% des personnes interrogées souhaitent que les jeunes médecins soient répartis là où la population en a besoin. Est-ce qu'il faut obliger certains jeunes médecins à s'installer là où on a besoin d'eux, Jean-Paul Hamon? Même Marisol Touraine, qui nous aimait pas beaucoup, avait compris que la coercition était une stupidité. Instaurer la coercition, dire aux étudiants que ce sont des ingrats, alors qu'ils payent 80 centimes, Mais 80 centimes de l'heure. Il y a urgence, Jean-Paul Hamon. Mais il y a l'urgence, c'est pas des précipités dans le salariat. Et les obliger à s'installer, c'est une stupidité sans nom. Convaincu par cette nouvelle réforme qui arrive dans l'hémicycle devant les députés. Merci. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire. Oui, ça me fait sourire, bien certainement. C'est certain que ça me fait sourire parce que c'est un retour en arrière de souvenirs pour moi. C'est très, très drôle parce que c'est un peu... c'est parce qu'il fait des relations de cause à effet en disant ces pauvres médecins ne gagnent rien en formation, vous n'allez pas leur demander en plus de ça. C'est pas ça la question. Effectivement, la coercition amène de l'opposition et du braquage. C'est clair, on le sait avec nos ados, c'est exactement ce qui se passe. Non, pas de coercition, il va se braquer, mais en même temps, il faut négocier. Avec un ado, on négocie. En France, négocier avec les syndicats de médecins sur ce sujet, c'est pas gagné. Mais bon, ils ne décident pas de tout quand même. Ce ne sont pas eux qui font la loi. À l'Assemblée nationale, depuis 20 ans, toute réforme de la liberté d'installation est impossible. L'ancien député centriste, Philippe Folliot, est bien placé pour le savoir. Il défend cette idée depuis ses débuts, en 2002. Un peu partout, sur le territoire national, combien de nos villages ou chefs-lieux de canton n'ont plus de médecins généralistes? Dans de nombreuses zones rurales, la quasi-totalité des généralistes ont plus de 50 ans. Quelle sera la situation dans 10 ans? Depuis, mandat après mandat, son argumentaire est le même. Comme ici, en 2015. Dans ma circonscription, dans le secteur des Monts de la Cône, tous les médecins ont ils ont quasiment tous plus de 60 ans. Et nous allons avoir d'ici quelques années des déserts médicaux avec tout ce que cela comporte. À ce moment-là, vous avez le sentiment de prêcher un peu dans le désert ou... Moi, j'ai été considéré effectivement à certains égards par mes propres amis politiques du centre droit comme un dangereux gaucho étatiste. Mais peu importe, hein, je veux dire, j'assume. Petit à petit, des bancs de la droite à ceux de la gauche, d'autres députés issus des déserts médicaux rejoignent le combat de Philippe Folliot. Et à chaque fois qu'il est question d'une loi de santé à l'Assemblée, ils remettent le sujet sur la table. À un moment donné, si vous voulez avancer dans vos arguments, vous les répétez jusqu'au temps que ça rentre. Voilà, on ne peut pas lâcher sur ces questions. Mais quel que soit le moment, cela ne passe pas. On m'a fait comprendre que dès lors que les médecins n'en voulaient pas de cette régulation, mais on ne pouvait pas avancer. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour les médecins? Les députés ont relancé le débat. Parce que là aussi, j'aimerais bien qu'on me réponde. C'est pas acceptable. Face à eux, Agnès Buzyn, ministre de la Santé.
Je prendrai la parole qu'une seule fois sur cette idée de conventionnement sélectif, de coercition, de ce que vous voulez. Tous les ministres de la Santé s'y opposent, non pas pour faire plaisir aux médecins, parce que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? C'est un problème d'attractivité territoriale, bien plus générale. Donc, c'est une très mauvaise idée. Elle plaît parce qu'elle est simple. Comme toute idée simpliste, elle paraît de bon sens. En réalité, c'est une très mauvaise mesure. Donc, je suis défavorable, évidemment, à cet amendement. Je vois une ministre se positionner comme quasiment un délégué syndical des médecins. Voilà. Finalement, c'est les mêmes arguments qu'on entend, qui sont repris par les uns et par les autres. Elle dit qu'elle ne reprend pas les arguments des médecins, mais elle reprend leurs mots. Le mot de coercition qu'elle utilise est un mot utilisé par les syndicats des médecins. À l'évidence, il y a un vrai phénomène d'écho. Je pense que Madame le ministre a une réponse qui est certainement préparée par l'administration et qui est la même, avec les mêmes argumentaires qui sont donnés à tous les ministres qui se suivent. Et ces réponses se ressemblent. C'est vrai qu'à droite comme à gauche, les ministres de la Santé finissent toujours par être d'accord avec les syndicats de médecins sur cette question d'installation. Prenez Marisol Touraine, une socialiste. En 2011, la députée propose un texte de loi visant à revoir, sans tabou, le dogme de la liberté d'installation. Un an plus tard, Marisol Touraine devient ministre de la Santé et elle change complètement d'avis. Je pense que cette mesure est inefficace, injuste et ouvrirait la voie à des pratiques problématiques. Pourquoi les ministres de la Santé finissent-ils toujours par être d'accord avec les syndicats de médecins? Eh bien, en fait, chaque fois qu'une loi concerne les médecins libéraux, elle doit être négociée avec eux. C'est ce qu'on appelle la convention, une histoire d'amour à sens unique que l'on vous raconte en roman photo. Convention, une romance médicale. Comme dans toute romance, il faut l'accord des deux parties. Le directeur de l'assurance maladie et les syndicats de médecins. Pour obtenir le consentement des médecins, le directeur de l'assurance maladie tente de les séduire. Je vous trouve très beau. En général, il commence la négociation par un beau bouquet d'aides financières. Ça produit son petit effet. Merci, vous êtes bien aimable. Mais quand l'assurance maladie leur demande des contreparties, ça coince. Comment osez-vous? Si c'est comme ça, on ne signe pas. Sauf que l'administration est tenue d'obtenir l'accord des médecins. Sinon, pas de convention. Il va falloir que je trouve une solution, sinon pas de convention. Du coup, l'assurance maladie est bien souvent obligée de céder. Mais non, je vous en supplie, restez. À la fin, la convention est signée. Les médecins ont le sourire. Le directeur de l'assurance maladie, lui, fait la grimace. Quand il était syndicaliste, le docteur Queuret a participé à 3 de ces conventions. Lui-même a été frappé par le pouvoir dont il disposait, celui de modifier la loi après qu'elle a été votée. Maintenant, numéro 7, effectivement, cette longue liste. C'est-à-dire qu'on a la loi qui est votée par les députés, qui est la référence, et ensuite, pour son application, on la discute avec les médecins avant de l'appliquer. Et éventuellement, on la modifie un petit peu. Bien sûr. On la modifie ou on la vide de sa substance. Et ce que décide, dans le cadre de la Convention, l'accord signé entre les syndicats de médecins libéraux et l'assurance maladie, est publié au journal officiel et prend force de loi. Ce pouvoir, les syndicats s'en sont servis récemment lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé la création des assistants médicaux. Ces personnels de santé accompagneront et déchargeront le médecin d'actes simples, concourant justement à la prise en charge du patient. Mais quels médecins auront droit à ces super secrétaires médicaux, en partie pris en charge par la Sécu? Ces postes seront financés auprès de tous les médecins, d'abord les généralistes et les spécialistes pour lesquels des difficultés d'accès aux soins sont identifiées. Pour les observateurs, aucun doute. La mesure s'adresse aux médecins dans les déserts médicaux. L'objectif est de lutter contre les déserts médicaux. Ces postes sont destinés en priorité aux zones sous-dotées en médecins, comme les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Sauf qu'après l'annonce,
Ce projet de loi d'Emmanuel Macron est négocié pendant la convention médicale. Vous vous souvenez de la romance? Le bouquet d'aides financières et l'assurance maladie qui est parfois obligé de céder. Eh bien, à la fin de cette convention, les syndicats de médecins ont de nouveau gagné. Tous les généralistes ainsi que 18 spécialités peuvent bénéficier de ces assistants médicaux, même si leur cabinet n'est pas dans un désert médical. Et l'aide financière peut atteindre 36 000 € par an. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron, quand il voit que sa mesure est dévoyée, n'intervient pas? Parce que les hommes politiques ou les femmes politiques acceptent toujours, in fine, l'oukase des médecins libéraux. La puissance publique ne veut pas les affronter. C'est systématique. 2 caméras, fichier 1. Bon, il est temps de prendre notre téléphone et de demander une interview à Olivier Véran, le ministre de la Santé. Nous contactons son équipe. Oh, oui, monsieur. Bonjour, c'est Élise Lucet. Est-ce que je vous dérange? Oui, vous me dérangez. Dommage. Mais j'essaierai de vous rappeler. Parce qu'en fait, il nous semble très important que Olivier Véran puisse répondre à ces questions. Évidemment, les déserts médicaux. Je reboucle et je vous tiens au courant. Au bout de quelques semaines, pas de réponse. On relance. Ok, écoutez, c'est très clair. Je vais lui en reparler. Je vais lui mettre tout ça entre les mains. Et puis je vous reviens à Zap. À Zap? En tout cas, on s'est fait zapper. Alors, nous avons renvoyé un SMS. Nous vous avons contacté le 20 août dernier pour une éventuelle invitation d'Olivier Véran dans Cache Investigation. Point. Je n'ai aucune nouvelle de votre part et il devient urgent que nous ayons une réponse. Point. Bon, la dictée, ça ne nous a pas réussi. Le cabinet d'Olivier Véran a fini par nous dire non. Alors après 5 mois, Élise tente d'appeler directement le ministre. Oui, bonjour, monsieur Véran, c'est Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Oui, bonjour, je suis en plein rendez-vous, mais quand vous m'avez appelé 4 fois, je me suis demandé si c'était une urgence. Ça devient une urgence parce qu'en fait, nous, ça nous semble impossible de faire 2 heures d'émission en prime time sur France 2 sans avoir une interview de votre part. Bon, je vous reviens, ok? Ok, j'attends votre retour assez rapidement parce que du coup, comme ça fait 5 mois qu'on essaie d'obtenir une réponse, si vous pouvez me rappeler dans les 10 ou 15 jours qui viennent, ce serait parfait. Ok. Merci infiniment, merci beaucoup. Allez, on y croit. 5 mois. En attendant une réponse d'Olivier Véran, nous reprenons la route pour découvrir une autre réalité pas vraiment rassurante. Quand le cancer frappe, nous n'aurions pas tous les mêmes chances de nous en sortir. Il existerait des établissements où il vaudrait mieux ne pas se faire opérer. Coralie Marjolais alerte sur ce sujet depuis plusieurs années. Elle dirige une association qui vient en aide aux femmes atteintes de cancer. Le souci, c'est qu'il y a des centres où c'est pas leur spécialité du tout et ils opèrent quand même. Et ils devraient, en toute conscience, dire « je ne suis pas capable ». Mais de façon incroyable, ils y vont quand même. Et les situations peuvent dégénérer par une mauvaise chirurgie, une mauvaise prise en charge. Près de Castres, nous avons rendez-vous avec l'une de ces femmes qui aurait été mal opérée d'un cancer et qui, depuis, vit avec la menace constante d'une rechute. Bonjour Coralie. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Bien et vous? Parfait. Sylvie a ressenti les premiers symptômes de sa maladie il y a 5 ans. Alors, je vous ai apporté des petites choses qu'on fait à l'association. Un jour, je me suis regardée dans la glace et je me dis, tiens, t'as pris un peu de ventre là, c'est l'âge, c'est la soixantaine, c'est moche. Et sans y prêter plus attention que ça. Et puis, jusqu'à ce que, 3 semaines ayant passé, j'ai eu un ventre d'une femme enceinte de 9 mois. Ah oui, en 3 semaines? En 3 semaines. À l'époque, cette ancienne pharmacienne se rend aux urgences du centre hospitalier local. C'est le gynécologue de l'hôpital qui pose le diagnostic. Il s'agit d'un cancer de l'ovaire. Immédiatement, il lui propose de l'opérer,
sur place. Le gynéco me dit « Je peux vous opérer lundi prochain ». À ce moment-là, on est vendredi, je rentre chez moi et le dimanche soir, je rentre à l'hôpital pour être opérée le lundi matin. Pourquoi choisir de vous faire opérer aussi vite? C'est pas un choix. C'est pas un choix. On est dans un état de stupéfaction et je pense qu'il y a un certain nombre de neurones qui s'arrêtent de tourner. Donc, plus vite je serai prise en charge, mieux ça ira. Même si, évidemment, après coup, on se rend compte que ce calcul-là n'est pas le bon. Après cette opération et une chimio, Sylvie se pense tirée d'affaire. Mais elle rechute très rapidement. Lors d'un contrôle, 6 mois plus tard, une autre tumeur est découverte, cette fois-ci sur l'intestin. Cette nouvelle tumeur est déjà très grosse. Étant donné sa taille, Sylvie est convaincue qu'elle existait déjà lors de la première opération. Est-ce qu'un gynécologue, quand il voit une petite trace de maladie sur un intestin, est-ce qu'il va oser couper, en fait, opérer et enlever le morceau qui lui semble pas terrible? Pourquoi il n'oserait pas? Parce que c'est quand même pas... c'est pas une spécialité si évidente que ça. On est gynécologue, on fait des accouchements, on peut être aussi gynécologue et chirurgien, mais on n'est pas forcément chirurgien digestif, on n'est pas chirurgien spécialisé dans le cancer. À cause de cette tumeur dans l'intestin, la maladie s'aggrave. Le cancer s'étend. L'Institut Curie, un centre à la pointe du traitement des cancers. Des patientes comme Sylvie, dont la première opération se serait mal passée, le professeur Réal en réopère chaque semaine. On n'a plus envie de voir des actes chirurgicaux qui sont partiels, incomplets ou excessifs. C'est ça dont on ne veut pas. Pourquoi? Parce que ça a des vraies conséquences. Ça a des conséquences en termes de survie. C'est-à-dire je vis ou je décède de mon cancer. Le professeur Réal et son équipe sont spécialisés dans les cancers gynécologiques. Des virtuoses du bistouri. Des chirurgiens qui pratiquent des centaines d'opérations chaque année. Des centaines de fois, les mêmes gestes. Dès notre entrée au bloc, le professeur Fabien Réal s'inquiète pour notre caméra woman, Rebecca. C'est sa première fois dans une salle d'opération. Alors, Rebecca, juste ces consignes, c'est si vous vous sentez pas bien, vous vous mettez par terre, vous posez votre caméra, vous asseyez. Donc, Moingo, on est d'accord, c'est mastectomie partielle gauche et curage axillaire? Tout à fait. OK. Ce professeur a des centaines d'opérations au compteur. Moingo, incision. Pour lui, c'est comme cela qu'on devient un bon chirurgien. En fait, la chirurgie cancérologique, ça se fait par la répétition des gestes. C'est pas quelque chose qui est spécifique à la chirurgie. C'est vrai quand on est violoniste, c'est vrai quand on est ébéniste, c'est vrai quand on est pâtissier, c'est vrai quand on est en fait dans des métiers qui sont des métiers manuels. En fait, de manière très simple, quand vous exercez beaucoup ce métier de chirurgie cancérologue, vous voyez des situations plutôt rares se répéter. Ici, on va pouvoir conserver le sein de cette dame en toute sécurité, alors que dans d'autres situations, elle aurait eu effectivement une mastectomie totale, elle aurait perdu son sein. Rebecca, ça va? Ouais, ça va. Ça va, c'est-à-dire, vous êtes bien ou c'est... Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça va, ouais. On va juste s'asseoir une minute et respirer, mais ça va. Aujourd'hui, les études donnent raison aux professeurs. Les scientifiques recommandent un nombre minimum d'actes à réaliser chaque année pour bien pratiquer. Une recommandation qui n'est pas une obligation. Pour le cancer du sein, une équipe chirurgicale devrait ainsi faire au minimum 150 opérations par an. Pour le cancer de l'ovaire, celui de Sylvie, c'est au moins 20 opérations par an. Quand un établissement en pratique moins, le risque de mortalité s'accroît fortement. Pour le cancer de l'ovaire, en dessous de 10 opérations par an, ce risque augmente de 40%. Ces informations, les patients opérés d'un cancer, bien souvent, n'en disposent pas. Savez-vous combien de cancers comme le vôtre, votre hôpital opère? Non. Depuis, j'ai cherché cette information et je ne l'ai pas trouvée.
J'ai vraiment cherché partout, elle n'est pas disponible. Et ça, c'est incroyablement scandaleux. Idéalement, j'aurais dû pouvoir avoir le choix dès que le diagnostic avait été posé. J'aurais dû avoir un état des lieux, en fait, des possibilités de traitement et des centres les mieux à même de me traiter. Je n'arrive même pas à comprendre comment cette information-là n'est pas rendue publique. L'hôpital qui a opéré Sylvie avait-il une activité suffisante? Suivait-il les recommandations des scientifiques? C'est ce que nous avons tenté de savoir pour Sylvie, mais aussi pour les 400 000 patients français opérés du cancer chaque année. Hommes et femmes. Pour accéder à ces informations d'utilité publique, nous aussi, nous avons enfilé nos plus belles blouses blanches. Car en France, il faut être chercheur pour accéder au nombre d'opérations pratiquées par les hôpitaux. Pour scruter ces données, l'État exige des connaissances scientifiques. Alors, on a épluché la littérature médicale, lu et digéré des centaines de pages d'études. Tout cela pour rédiger un protocole scientifique. Cancer du sang, ouais. Et de l'ovaire. Oui, c'est vrai. Et après 1 mois et demi, le comité scientifique du ministère de la Santé a validé notre demande, le Sésame, pour accéder aux données de santé. Elles sont stockées dans une sorte de bunker informatique. Des centaines de millions de lignes de code qui contiennent tous les soins pratiqués en France dans les hôpitaux et les cliniques. Vous avez passé un scanner? C'est inscrit ici. Votre fils s'est cassé la jambe? C'est noté là. Des informations sensibles sur chaque Français et dont l'accès est protégé. Alors, pour traiter ces données ultra confidentielles, il a fallu se soumettre à un très sévère dispositif de sécurité. Nous avons dû d'abord suivre une formation technique, avec des spécialistes. Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux du CASD. Avec un seul mot d'ordre. CASD, on ne fait pas de la sécurité pour faire de la sécurité. On a une sécurité qui est assurée de bout en bout, de sécurité informatique, sécurité, la sécurité pour les données confidentielles. Dit autrement, n'importe qui n'accède pas aux données. Pour accéder aux données, justement, il a encore fallu enregistrer nos empreintes. Pour enfin se calfeutrer dans un cagibi, à l'abri des regards de la rédaction. Ça aussi, c'est le protocole de sécurité qui l'exige. Julien, le code informatique, il aime ça. Mais cette fois, il est tombé sur un gros morceau. Traduire ces millions de lignes de code incompréhensibles en informations exploitables. Yo. Eh vas-y, tu viens de... T'as dormi là ou tu viens d'arriver? Non, je viens d'arriver là. Ah ouais, t'es... Direct, t'as pas changé depuis hier. Ça va? Ouais, écoute, ouais, ça va. Ouais, t'as le bout là. T'as l'air un peu crevé quand même. Ouais. Ouais. Après des semaines de travail fastidieux, voici les cartes et tableaux que nous avons établis. Pour chaque clinique et chaque hôpital de France, apparaît le nombre moyen de cancers opérés entre 2016 et 2018. Vous voulez savoir combien de cancers de la prostate soigne l'hôpital à côté de chez vous? C'est désormais possible. T'es d'où, toi? T'as grandi où? Moi, je suis de Savoie, à côté d'Annecy. Côté d'Annecy. Hop, ouais. Annecy, bah voilà, il y a 2 établissements qui apparemment font des cancers de la prostate. Il y en a un, en moyenne, c'est 32 opérations par an. Ouais, c'est pas tant que ça quand même. C'est pas énorme, mais si tu veux te faire opérer ailleurs, il y en a une autre, ils en font un peu plus, 59. Ces résultats détaillés, nous les avons mis à disposition sur le site de France Info. Mais ce qui nous a tout de suite sauté aux yeux,
c'est le faible nombre d'établissements de santé qui suivent les recommandations des scientifiques. Celles dont on vous a déjà parlé. Prenons par exemple les établissements qui opèrent des cancers du sein. Sur cette carte, chaque rond bleu correspond à un établissement. Ça en fait beaucoup. Maintenant, regardez ceux qui respectent les recommandations et pratiquent plus de 150 opérations par an. Là, il y en a beaucoup moins. À peine 20% des hôpitaux et des cliniques. Pour le cancer de l'ovaire, celui de Sylvie, c'est le même problème. Entre 2016 et 2018, moins de 20% des hôpitaux et des cliniques respectent les recommandations des scientifiques. Nous avons soumis ces cartes au professeur Réal. Vous vous souvenez, le virtuose de l'Institut Curie. Il s'inquiète pour les milliers de malades soignés dans les établissements qui pratiquent peu d'opérations. C'est une vraie grosse perte de chance immédiate pour les patients. C'est absolument pas acceptable. Il n'y a pas à discuter, là, c'est totalement inacceptable. Elle est importante à diffuser, cette carte, à votre sens, pour les patientes? Elle est extrêmement importante. Je pense que c'est essentiel pour que le patient puisse savoir où il va être pris en charge. Ça a une telle importance, la prise en charge chirurgicale dans le parcours de soins cancérologiques, que de le savoir en amont est important. En France, les chances de survie face à cette maladie sont très différentes selon les hôpitaux ou les cliniques qui opèrent. Alors mieux vaut bien choisir son établissement. Nous avons retrouvé celui de Sylvie, l'hôpital public de Castres. Eh bien, figurez-vous que dans cet établissement, 10 cancers de l'ovaire ont été opérés par an entre 2016 et 2018. C'est 2 fois moins que les recommandations des scientifiques. Nous présentons ces résultats à Sylvie. C'est un établissement qui, en moyenne, pratique 10 opérations de cancer de l'ovaire par an. Ah la vache, 10. Les boules. Tout l'hôpital, hein. Ça ne veut pas dire un chirurgien en plus. Ça veut dire 10 opérations par an. Par mois, quoi. C'est ce qu'il a dit. C'est terrible. J'ai vraiment conscience de ne pas avoir été du tout soignée dans les meilleures conditions qui soient. Au contraire. Mais pour les autres à venir, je pense que ça serait bien qu'on change les pratiques, qu'il y ait davantage de transparence et qu'on puisse assurer à toutes les patientes un accès à un parcours de soins qui leur donne les meilleures chances de survie. Parce que malgré tout, il ne faut pas se voiler la face. On parle de survie, là. Hein. Mais autant gratter plusieurs années supplémentaires et ne pas avoir la majorité des patientes qui décèdent dans les 3 ans. Parce que quand même, on en est là. Hein. C'est dans les 3 ans que ça se passe. Nous avons contacté l'hôpital de Sylvie. Il ne souhaite pas faire de commentaires et nous fait savoir qu'il a une autorisation pour opérer ce type de cancer. Quoi? Une autorisation? Eh oui, en France, il faut une autorisation pour opérer un cancer. Et ça n'a rien à voir avec les recommandations des scientifiques. Là, c'est obligatoire. On vous explique. Ce sont les agences régionales de santé qui les délivrent aux établissements. Pour les obtenir, il faut réunir plusieurs conditions. Avant chaque opération, il faut l'aval d'un comité de médecins de plusieurs spécialités. Et surtout, faire un minimum d'opérations par an. C'est ce qu'on appelle les seuils. Ce nombre minimum d'opérations n'est pas très élevé en France. Pour être autorisé à opérer un cancer du sein, par exemple, il suffit de faire 30 opérations par an. Très loin, rappelez-vous, des 150 recommandées par les scientifiques. Des autorisations peu exigeantes. Plus grave, nous avons dénombré 812 établissements, tous cancers confondus, qui opèrent sans autorisation. 812 hôpitaux et cliniques qui traitent des cancers en toute irrégularité. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Toutes les régions sont concernées. Et là, la région où il y a le plus de problèmes, c'est Île-de-France. 126 établissements sans autorisation. Ouais, c'est la région où il y en a le plus, c'est ça. C'est énorme. Et juste derrière, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on a 82, voilà. 82 établissements qui opèrent alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Exactement. Pour le cancer du sein, ce sont 325 établissements qui opèrent sans autorisation, soit 42% du total.
Pour le cancer de la prostate, 160 établissements opèrent sans habilitation, soit 28%. Comment ces hôpitaux et ces cliniques justifient-ils cette pratique? Nous avons contacté une vingtaine de directeurs. Oui, allô, Gabriel Garcia pour France 2. Et à chaque fois, oui, bonjour, Julien Bécu pour France 2. Le même argument pour justifier ces opérations non autorisées. Ça veut dire que vous opérez sans autorisation, là? Non, c'est pas ça, c'est qu'on peut avoir des patients qui arrivent pour des urgences et on se trouve à l'opérer. Il y a des interventions d'urgence qui peuvent se faire. C'est pas des patients pris en charge, programmés, c'est des patients dans l'urgence. Un argument qui ne convainc pas le professeur Reyal, chef de service à l'Institut Curie. Selon lui, les urgences vitales justifiant une opération seraient en fait extrêmement rares. On entend parfois des chirurgiens dire c'était des urgences. Alors, cancer du sein, non, il n'y a pas d'urgence vitale qui justifie de faire ça. Ça peut être transféré. Ça veut dire que ça veut dire quoi, un chirurgien qui dit j'en fais 5 ou 10 par an, mais parce que c'était des urgences, il fallait vite les opérer? Non, je pense qu'il y en avait 5 ou 10 par an cancer du sein. Elles pouvaient prendre une voiture ou un train pour aller à un centre de référence à côté. Pour ce qui est des cancers de l'ovaire, pour avoir interviewé beaucoup de chirurgiens qui font beaucoup de chirurgie du cancer de l'ovaire, très peu ont exprimé le fait qu'ils étaient confrontés au moment de la prise en charge de ces patients à des urgences vitales. Donc cet événement est normalement extrêmement rare. Comment expliquer qu'année après année, certains établissements continuent d'opérer des patients sans autorisation? Parmi les plus mauvais élèves, la polyclinique Sainte-Thérèse à Sète. Chaque année, entre 2016 et 2018, en moyenne, 10 femmes atteintes de cancer gynécologique ont subi ici des interventions non autorisées. Sur son site, la clinique vante même cette activité. Pourquoi prendre de tels risques avec la santé des patientes? Nous avons sollicité une interview avec les médecins et propriétaires de cette clinique. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Celle-là, on ne l'avait encore jamais faite. Participer incognito à une kermesse sétoise pour espérer croiser le propriétaire de la clinique. Et tout à coup, François Commen est apparu. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour cette nouvelle inauguration du tiers-lieu. François Commen, le maire de Sète, mais surtout propriétaire de la clinique Sainte-Thérèse et médecin gynécologue retraité. Et l'émancipation. Bonjour Monsieur Commen, Gabriel Garcia pour France 2, l'émission Cache Investigation. On vient vous voir parce qu'en fait on a découvert que votre clinique ici à Sète opère des cancers, notamment des cancers de l'ovaire sans autorisation. Et on se demandait comment vous pouviez l'expliquer. Vous voyez la directrice, ça je peux pas vous l'expliquer. En fait on a fait une demande Monsieur Commen il y a déjà plus de 6 mois et on n'a pas eu de réponse. Parce que selon nos informations, si vous voulez, il y a au moins 36 femmes qui, depuis 2016, ont été opérées dans votre clinique sans autorisation. Comment c'est possible? Je pense que ça vaut le coup qu'on prenne un petit peu le temps d'en parler, non? Vous pensez pas? C'est un sujet de santé publique, ça concerne votre ville. Vous êtes médecin gynécologue, non? D'accord. Vous leur dites à ces femmes qu'éventuellement, à 30 km d'ici, à Montpellier, Monsieur Commen, elles peuvent se faire opérer dans un centre de référence avec toutes les autorisations. Monsieur Commen, vous pensez pas que ça vaut le coup d'en discuter un petit peu? C'est votre clinique, on est d'accord? Vous savez qu'il faut des autorisations. Monsieur Commen, vous savez qu'il y a une forte surmortalité chez les femmes qui sont opérées dans des cliniques qui font moins de 10 opérations par an. Vous connaissez un ovaire, hein? C'est l'assurance maladie qui le dit. Sur ces questions d'autorisation, peut-être faudrait-il durcir un peu la loi. Eh bien justement, c'est l'amendement que fait voter Olivier Véran en 2018, lorsqu'il est encore député. Amendement 660, monsieur le rapporteur.
Rien qu'en cancer du sein, pour ne citer que celui-ci, 4 à 5% des patientes en France sont encore opérées dans des centres qui n'ont pas d'autorisation et dont l'activité est insuffisante pour garantir la sécurité et la qualité des soins. C'est-à-dire environ 2000 malades, 2000 patientes chaque année qui sont opérées d'un cancer du sein dans un centre qui n'est, encore une fois, je le dis, pas autorisé pour le faire. Son amendement sanctionne les hôpitaux et les cliniques qui pratiquent sans autorisation, en leur demandant de rembourser ces opérations. Mais 3 ans plus tard, l'amendement n'est toujours pas appliqué. Aucun établissement n'a été sanctionné. Et concernant les seuils d'autorisation, ils sont toujours bien en dessous des recommandations des scientifiques. Depuis, Olivier Véran est devenu ministre de la Santé. Ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On aurait aimé parler tranquillement de tout cela avec lui. Sauf qu'après 6 mois de négociations, il refuse d'intervenir dans Cash Investigation. Alors, nous nous sommes invités sur l'une de ses visites officielles. En mode sprint. Allez, Elise. Allez, on met le turbo, Elise. Pour s'approcher du ministre. C'est bon. Bonjour Monsieur Véran, Élise Lucet, Cash Investigation. Je ne vous serre pas la main parce que Covid. On se check le point. Voilà comment les choses se passaient. Je suis sur un déplacement sur les solidarités. Je sais, mais ça fait 6 mois qu'on vous demande une interview. Vous allez faire un déplacement au Resto du Cœur. On continuera à discuter si vous le souhaitez. J'ai proposé de venir en direct. Monsieur le ministre, quel dommage. Il n'y a pas de direct sur Cash Investigation. Ça concerne des milliers de personnes. On a constaté en 2018 qu'il y avait 812 établissements qui opéraient des gens du cancer sans aucune autorisation de l'État. Direct ou pas direct, est-ce si important au regard des établissements qui opèrent des cancers sans autorisation? 812 établissements qui opèrent des cancers sans aucune autorisation. Élise se retrouve bloquée. Gabriel prend le relais. Monsieur le ministre, Gabriel Garcia pour Cash Investigation. Ça concerne 15 000 personnes qui sont opérées du cancer sans autorisation chaque année. Et vous le savez, c'est des sujets que vous avez défendus, monsieur le ministre. Olivier Véran s'en va. Et nous restons avec notre question en suspens. Comment des hôpitaux et des cliniques peuvent-ils être aussi peu contrôlés? Se laisser faire des autorités touche d'autres spécialités de la santé. C'est un médecin qui va nous le révéler. Vous ne verrez pas son visage. Vous ne connaîtrez pas son nom. Après ce qu'il va nous raconter, il a trop peur de se mettre à dos ses confrères. Moi, concrètement, j'ai un sentiment d'illégitimité. Je trouve que ce que je fais, ça ne nécessite pas d'être payé 4 000 € pour une journée de travail. Oui, vous avez bien entendu. 4 000 € pour une journée de travail. Vous vous demandez quelle est la spécialité de ce monsieur. Eh bien, Nicolas est néphrologue libéral en clinique. Un expert des maladies rénales. Mais après des années à exercer, le spécialiste ne se reconnaît plus dans les pratiques de son milieu. Moi, je suis arrivé à la médecine comme la plupart des médecins, je pense, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'idéaux. Et progressivement, en fait, il y a une série de désillusions. Le système favorise le fait de considérer les patients comme des clients. Il y a un effet de rente de ces patients-là. Avoir beaucoup de patients dans l'ensemble vieillis, c'est avoir beaucoup d'argent. Ce système qu'il souhaiterait voir changer, c'est celui du financement de la dialyse. La dialyse. Vous ne voyez pas ce que c'est. Avant de continuer avec Nicolas, on vous présente Leïla. C'est elle, une perfusion dans le bras. Elle est justement en train de terminer sa séance de dialyse, allongée depuis 4 heures. À coucher, ça va. C'est quand je vais me lever que j'ai peur. En fait, j'ai l'angoisse de me lever et de chuter. Leïla souffre d'insuffisance rénale, une maladie grave. Ses reins ne fonctionnent plus. 3 fois par semaine, son sang est filtré par une machine. Et à chaque séance, la même épreuve pour son corps. Les 3 premières heures, ça va, parce que je dors. Mais la dernière heure, c'est toujours la plus longue. Comment vous vous sentez là physiquement? Fatiguée. On a une douleur aux jambes, déjà.
mal de tête. Enfin, tout le corps est vraiment fatigué, quoi. Avec les transports, Leïla consacre 16 heures chaque semaine à la dialyse. Ça se termine, Leïla, là? Ah, y est. Une liberté. C'est le week-end en plus. Sans ce traitement, elle ne vivrait pas plus d'une semaine. Voilà, c'est ça, la dialyse. En France, ils sont 50 000 à vivre ce quotidien. D'un côté, des patients comme Leïla qui subissent un soin très lourd. De l'autre, des médecins qui gagneraient beaucoup d'argent et de manière pas toujours justifiée. Pour le prouver, Nicolas, le néphrologue, va filmer une de ses journées de travail habituelles. Une caméra cachée sous la blouse blanche d'un médecin, ça n'arrive pas tous les jours. Café en main, Nicolas fait le tour des salles. Bonjour. Il est 7 heures. Les patients s'installent pour leur séance de dialyse. Ils sont répartis selon la gravité de leur maladie. D'un côté, les plus affaiblis, les patients lourds, ils arrivent allongés. De l'autre, les patients les moins gravement atteints. Ils arrivent debout. Bonjour, ça va? Bon, comme ça, c'est peut-être pas passionnant, mais vous verrez, ça a son importance. Bonjour. Et en plus de saluer tout le monde, Allez, on va commencer là. Nicolas s'investit à fond dans son nouveau job de caméraman pour Cash. Bon, on va se mettre comme ça. Donc là, je vais faire un plan large. Je suis à vous dans 2 minutes, hein, je suis pris. On va quand même s'y mettre, non? Allez. Bon, ça se passe bien. De douleur au pied? Chaque jour, cette clinique traite en dialyse une centaine de malades. C'est une grosse structure, comme il en existe dans toute la France. Bon, bah, je vous ferai une ordonnance alors pour la morphine. Bon, très bien, à tout à l'heure. Au chevet des dialysés, Nicolas s'assure que tout va bien. Il vérifie les constantes des patients. Mais surtout, il signe ce document. Le geste semble anodin, mais il est capital. Cette signature, elle sert à attester qu'un médecin est passé. Et donc ça, c'est important pour la sécurité sociale, pour le financement, pour prouver que oui, il y a bien un forfait dialyse à facturer, puisque un médecin est passé. Donc on reçoit une somme d'argent pour avoir surveillé un patient. Et c'est ça pour tous les patients qu'on va voir dans le centre. Bonjour, comment ça va? Là, vous commencez peut-être à comprendre le petit secret des néphrologues pour gagner si bien leur vie. À chaque feuille signée, les spécialistes empochent 40 €. Ce n'est pas le patient qui paye, mais directement l'assurance maladie. Pour fixer ce tarif, la Sécu a estimé un temps moyen de travail par patient à 25 minutes. 25 minutes, payé 40 €. Vous savez comment on est. Nous, les chiffres, on adore ça. Alors, on a eu envie de chronométrer le temps passé par Nicolas avec ses patients. Bon, comment allez-vous? Ce jour-là, l'acte médical le plus long durera 7 minutes 26 secondes, payé 40 €. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus bref. Regardez bien, vous allez assister à une consultation dans son intégralité. C'est parti. Bonjour. Ça va? Pas de problème particulier? Voilà, 16 secondes, 40 €. Et puis parfois, l'acte médical se résume à ça. Bonjour. Il y a rien de particulier?
Bon, je laisse dormir. On signe toutes les feuilles, même pour les patients qui dorment, parce qu'on considère qu'on les a vus. Après, est-ce que ça légitime une consultation ou pas? Personnellement, je ne pense pas. Mais en tout cas, le fait est qu'on signe pour tous les patients qui dorment ou qui sont réveillés, on signe la feuille. Et quand on vous dit que dans son esprit, l'assurance maladie rémunère 25 minutes de travail, qu'est-ce que ça vous appelle comme réaction? C'est pas possible, même de la manière dont est organisé le centre de dialyse, c'est pas possible de passer 25 minutes avec chaque patient. Mathématiquement, la sécurité sociale peut savoir que c'est faux. Que le néphrologue ne passe pas 25 minutes avec chaque patient en dialyse. Mathématiquement, c'est faux. Pourquoi c'est pas possible? Si on multiplie le nombre de patients dans ce centre et qu'on considère que chaque patient nécessite 25 minutes, ça ferait une journée de 12 heures, enfin, pour voir ces patients qu'on fait en 4 heures. Donc, c'est pas cohérent, en fait. C'est pas cohérent. Après les patients lourds, Nicolas se rend dans le service des patients les moins gravement atteints. Bonjour. Selon la loi, ici, les consultations sont facultatives et doivent avoir lieu uniquement sur demande. Le tarif est un peu plus bas, c'est 30 €. Comme dans le reste du centre, toutes les feuilles sont signées, consultation ou pas. Ok, allez, au revoir. Bilan de la journée pour Nicolas, une centaine de feuilles signées. Ce qui, selon nos calculs, correspondrait à une somme de 4 000 € bruts pour 8 heures de surveillance. Sur cette somme, les néphrologues reversent un pourcentage à la clinique qui leur loue les locaux et le matériel. Une part qui est variable, selon l'expérience, aux alentours de 20%. Est-ce que l'argent public est bien utilisé et est-ce qu'il va dans le sens d'une bonne prise en charge des patients? Est-ce qu'il va dans l'intérêt des patients? Et là, clairement, non. Clairement, l'organisation de la dialyse en France va favoriser le travail à la chaîne, en fait, de voir le maximum de patients dans un minimum de temps pour avoir le plus d'argent. Ces dérives, dénoncées par Nicolas, sont pointées dans un rapport interne de la Cour des comptes de 2015. Il relève des bizarreries. Ces éléments n'ont jamais été publiés, mais nous les avons récupérés. Selon la Cour des comptes, 10% des néphrologues libéraux qui pratiquent la dialyse excédaient les niveaux maximaux d'activité. Certains factureraient même un nombre tellement important d'actes qu'il équivaudrait à des journées de 28 heures de travail, 6 jours par semaine. Je ne sais pas vous, mais nous, ces histoires de dialyse, ça nous a un peu sonné. Des cliniques transformées en usines à malades, de l'argent public mal utilisé et des rapports qui alertent. À force de taper dans le porte-monnaie, la dialyse finit par peser sur les finances de l'assurance maladie. Ces dialysés sont même devenus les malades dont le traitement coûte le plus cher aux contribuables. 62 000 € par an et par patient. Au total, chaque année, ce sont 3,3 milliards d'euros d'argent public dépensés. Et devinez quoi? Ça ne rapporte pas qu'aux médecins. En moyenne, les cliniques de dialyse affichent une rentabilité nette de 11%. Un chiffre exceptionnel dans le monde de la santé, où une clinique généraliste tourne plutôt à 3%. Sur ce sujet, nous aurions bien aimé entendre l'assurance maladie, qui est chargée de contrôler les néphrologues libéraux. Mais après des mois d'échanges, ni le directeur, ni la responsable des contrôles n'ont souhaité nous répondre en interview. Ces problèmes de facturation, ça ne semble pas être la priorité pour l'administration publique. Bonjour. Bonjour, On se fait Élie. un salut Covid. On s'est installé Covid. Ouais. Merci en tout cas d'être là. Je vous emmène. Merci à vous. On va dans la salle de tournage. Je vous suis. Nathalie Mény préside Rénalou, une association de patients atteints d'insuffisance rénale. Selon elle, ces mauvaises pratiques ont un impact direct sur la santé des malades. Ouais, c'est un nom plutôt agréable.
C'est parce que votre fille, justement, a été atteinte d'insuffisance rénale grave que vous avez pris conscience, vous, en fait, de la gravité de cette maladie et puis... Oui, il y a beaucoup d'effets secondaires derrière la dialyse. Moi, je me souviens, ma fille revenait parfois avec des crampes terribles, elle s'évanouissait, donc c'est très lourd. Ça change complètement la vie des gens et de leurs proches. Hein, tout est bouleversé. Je vais vous montrer une vidéo. C'est un néphrologue. Ça se passe dans une clinique privée. Il a filmé sa journée de travail. Regardez avec moi, et puis on en reparle. Regardez bien, vous allez assister à une consultation dans son intégralité. C'est parti. Ça va? Pas de problème particulier? Voilà. On signe toutes les feuilles, même pour les patients qui dorment. Parce qu'on considère qu'on les a vus. Voilà. Quelle est votre réaction? Wow. C'est une réaction en 2 temps. Le premier, c'est comme tout téléspectateur, ça va être de se dire mais c'est indigne, quoi. C'est une escroquerie, pure et simplement. Hein, des consultations qui sont facturées et qui sont payées par la collectivité, alors qu'elles ne sont pas rendues, c'est de l'escroquerie. Donc on va dire ça, c'est la première réaction que je pense que tous nos auditeurs enfin tous les téléspectateurs vont voir. Mais je vous donne une précision. Il a vu une centaine de patients ce jour-là. Après, moi, ma réaction de proche de patiente, elle est bien au-delà de ça. C'est révoltant parce que quelqu'un qui est fragilisé par un soin comme la dialyse, qui voit finalement cette équipe de soins plus que ses proches, plus que ses collègues, plus que ses amis, il a besoin, quand il est à l'hôpital, quand il est dans son centre de soins, il a besoin d'une vraie consultation. Et c'est aussi très révoltant parce que ce type de pratique discrédite toute une profession. Parce qu'il y a des néphrologues magnifiques, engagés, qui ne font pas ça. Mais ce néphrologue, s'il a porté une caméra cachée, c'est aussi parce qu'il a envie de dénoncer ce système-là. Alors effectivement, parce que c'est un système. C'est un système qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui est c'est difficile à contrôler. Donc, du coup, il se génère une forme d'impunité. Mais dites-moi, c'est quand même à l'assurance maladie d'éviter ce genre d'abus qu'on voit très clairement. Oui, effectivement. C'est l'assurance maladie qui devrait avoir les moyens de détecter et de contrôler. L'assurance maladie a fini par nous fournir le nombre de contrôles réalisés ces dernières années. En 5 ans, 34 néphrologues libéraux seulement ont été contrôlés. En 5 ans, 34 sur 500, est-ce que ça vous semble franchement suffisant? Mais c'est le problème d'un système qui est installé. Il y a une rente de situation, donc c'est pas du petit ajustement qu'il faut faire. Il faut renverser le système. Je pense vraiment que, plus que jamais, c'est important de privilégier la greffe par rapport à la dialyse. Ah oui, c'est vrai. Il existe une alternative à la dialyse, c'est la greffe. Elle est moins chère pour l'État. Sur 10 ans, un greffé coûte 194 000 € contre 620 000 € pour un dialysé. Un traitement moins coûteux et surtout meilleur pour les patients. C'est génial, non? Julien Ouzio est greffé depuis 5 ans. Dès les premiers instants de la greffe, vraiment, vous retrouvez des choses que vous n'aviez pas vécues depuis des années. On a l'impression que le corps revit, enfin, reprend des forces, revit. C'est vraiment une renaissance, en fait. Lorsque ses reins ont cessé de fonctionner, sa femme, Nadia, lui a donné l'un des siens. Le rein est l'un des rares organes que l'on peut prélever sur un donneur vivant. Ce rein, c'est ce qu'on appelle un greffon. Ce greffon, pour que le corps ne le rejette pas, nécessite une prise quotidienne de médicaments. Ça fait combien de pilules que vous prenez chaque matin, chaque soir? 1, 2, 3, 4, 5 pilules le matin et 4 le soir. Et après, c'est toute la vie. Tant que le greffon est fonctionnel, on prend des anti-rejets toute la vie. Est-ce que c'est quelque chose de contraignant, ce traitement? Non. Il y a effectivement une prise de médicaments. Après, je vis comme tout le monde, comme n'importe quel Français. Voilà, on est plus fragile,
Mais par contre, sur la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je travaille comme une personne normale. Hein, je suis pas en mi-temps, je fais du sport, je mange comme tout le monde, donc hormis la prise de médicaments et un suivi plus régulier à l'hôpital. Voilà. Julien sera peut-être amené à se faire greffer de nouveau. La durée de vie d'un greffon comme le sien est d'environ 20 ans. Même s'il est encore considéré comme un insuffisant rénal, son quotidien est très différent de celui de Leïla. Car Leïla, en plus des séances de dialyse, doit limiter tout ce qu'elle boit et ce qu'elle mange. Une contrainte alimentaire stricte qui s'ajoute à sa fatigue. La dialyse, c'est sûr, ça sauve la vie. Mais à côté de ça, je ne fais plus rien. J'ai moins de vie sociale, on voit moins les amis, on fait moins de sport. Enfin, le fait de ne plus travailler aussi, c'est... Parce que vous ne travaillez plus? Non. Pourquoi? Par rapport aux dialyses, parce que je suis trop fatiguée. Personnellement, moi, c'est un peu dur, parce que j'étais quelqu'un de très active. Vous avez quel âge aujourd'hui, Leïla? J'ai 40 ans. Et vous avez l'impression au quotidien d'avoir 40 ans? Non. Comme je dis souvent, j'ai 40 ans, mais à l'intérieur, j'en ai 80. Voilà, j'ai la vie d'une personne âgée, j'ai l'impression. Depuis qu'elle est dialysée, Leïla est reconnue comme une personne handicapée à 90%. Son corps vieillit plus vite que celui des greffés. Selon les données officielles, son espérance de vie est de 14 ans. Alors que celle de Julien, dans la même tranche d'âge, est de 30 ans. Aujourd'hui, la communauté scientifique reconnaît la greffe comme le meilleur traitement. Pourtant, en France, à la différence d'autres pays européens comme l'Espagne ou la Norvège, elle reste minoritaire derrière la dialyse. Pourquoi un tel retard? Comme nous, vous vous dites peut-être que c'est parce qu'il y a une pénurie de greffons. Au centre hospitalier universitaire de Montpellier, un professeur de médecine a une toute autre explication. Professeur Gabriel Garcia. Enchanté. Oui. Je vous suis. Le professeur Mourad est une pointure dans son domaine. Ce spécialiste de la greffe a dirigé pendant 20 ans le service de néphrologie de l'hôpital. Il milite pour que tous les malades puissent accéder à la greffe. Mais il constate que le nombre de greffes de reins en France stagne, autour de 3000 par an. Pour lui, il est tout à fait possible de faire plus. Je suis persuadé qu'en France, on peut arriver à 5000 transplantations, mais il faut que chaque équipe, dans les 5 ans qui viennent, augmente par exemple son activité de 5 à 10% par an. Et je suis persuadé que les donneurs existent. Les greffons sont disponibles. Il faut s'organiser pour aller les chercher. Ce manque de volonté pour récupérer des greffons aurait comme conséquence le tri des malades dans certains établissements. Ça veut dire qu'on sélectionne les patients, on met ceux qui sont les plus jeunes et ceux qui sont en meilleure santé sur les listes. Mais après, on prive des patients qui auraient très très bien bénéficié d'un traitement par transplantation. Et à ce moment-là, ceux-là, on les laisse en dialyse en disant on n'a pas de greffon. Est-ce pour cette raison que certains hôpitaux discrimineraient des malades? Dans la région de Marseille, nous avons rencontré des patients malades des reins, à qui l'on aurait refusé la greffe. Leur tort, selon eux, ne pas être des patients modèles. C'est le cas d'Hélène. Hélène souffre d'obésité. Cette maladie complique la greffe, mais ne l'interdit pas. Surtout avec un IMC de 38. L'IMC, si vous ne savez pas ce que c'est, demandons à notre coach sportif. L'IMC, c'est tout d'abord un acronyme qui signifie indice de masse corporelle. Donc il s'y connaît pas mal en chiffres, le beau gosse. Ça va permettre en fait de prendre les mensurations. Alors pour calculer son IMC, c'est très simple. Il suffit tout simplement de prendre son poids en kilogrammes et de le diviser par sa taille au carré. Donc Hélène a un IMC de 38.
La greffe ne devrait pas lui être interdite d'office. Mais lorsqu'elle est reçue en 2007 par les néphrologues du CHU de Marseille, Hélène affirme avoir entendu un tout autre discours. Quand j'ai passé la porte, je me suis assise en face de lui. Et puis, donc, il m'a posé une question en me disant qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour moi, ça semblait évident, puisque, je veux dire, on était quand même dans une consultation pour pouvoir se faire greffer. Donc, j'ai dit, je viens vous voir pour pouvoir me faire inscrire sur liste de greffe. Et donc, il a haussé les épaules. Il a eu un rictus pas rigolant, mais bon, un petit peu moqueur, on va dire, en me disant, comme quoi c'était une évidence, mais perdez du poids et revenez me voir après. Et je lui ai dit, mais comment ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdez du poids et après, vous verrez, parce que pour l'instant, c'est pas possible. Donc, on s'est serré la main et je suis reparti. Voilà, ça a duré 5 minutes. Ce jour-là, Hélène abandonne l'idée d'être greffée et repart en dialyse. C'est son médecin qui insistera pour l'envoyer vers un autre CHU plus orienté vers la greffe, mais en dehors de sa région. Après un bilan de santé, et contrairement à l'avis de Marseille, elle y sera greffée avec succès. Et le bilan que vous faites à cette époque, justement, il dit quoi de votre état de santé au-delà du fait que vous êtes en surpoids? Il dit que tout va bien. Il dit que j'ai un très bon cœur. Au niveau cardiaque, je n'ai pas de problème. Certes, j'ai de l'hypertension, mais qui est traitée, donc régulée, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le professeur me dit que franchement, il fallait que je sois greffée parce que je ne pouvais pas rester à 32 ans en dialyse et que j'allais, entre guillemets, m'enterrer en dialyse et végéter et qu'il fallait que j'ai une vie. Vous seriez dans quel état, à votre avis, si aujourd'hui vous étiez encore en dialyse? Je ne sais pas si je serai encore là. Depuis, la Haute Autorité de Santé a estimé que la greffe est envisageable jusqu'à un IMC de 50. Hélène n'est pas seule à avoir dû parcourir des centaines de kilomètres pour être greffée. Autour du CHU de Marseille, les témoignages de personnes obèses écartées de la greffe sont nombreux. Je dialysais depuis 1 an et demi ou 2 ans. Et j'arrive tranquille, me dit non, tant que vous ne serez pas en dessous de 100, on vous opérera pas. On vous en parlera même pas. Ce patient a finalement été greffé dans un autre CHU, comme Hélène. J'étais sur la table d'opération avec déjà toutes les piqûres, les machins, les tuyaux dans le nez, etc. Il me dit non mais vous êtes trop gros, je ne peux pas vous opérer. À Nice, tu vas te faire greffer, tu fais 120 kilos, on te greffe. À Montpellier, tu fais 120 kilos, on te greffe. À Marseille, on ne te greffe pas. D'accord. Les autres, ils le font. Pourquoi Marseille, ils ne le font pas? Parce que Marseille, ils ont la flemme de le faire. Qu'est-ce que vous pensez des arguments qu'on a opposés à ces malades? C'est terrible. C'est terrible. C'est culpabilisant. Alors, je ne vais pas commenter la forme parce qu'elle m'atteint trop profondément. Je vais revenir au fait. La HAS explicite très, très, très précisément les contre-indications à la greffe. L'obésité, en dessous d'un indice de 50, et le fait de fumer n'en font pas partie. Ni le diabète. Il n'y a pas de contre-indications. Les contre-indications à la greffe, ce sont des cas de pathologie cardiaque particulière ou respiratoire. Enfin, je les ai plus complètement en tête, mais c'est totalement... On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas là-dedans. Donc, je suis outrée quand j'entends des choses pareilles, mais ça ressemble malheureusement à quelques témoignages qu'on a eus aussi chez Rénalou. J'allais vous poser la question. Oui. Est-ce que vous, chez Rénalou, justement, vous avez eu des témoignages clairs de discrimination à la greffe? Absolument. On les a mis en contact avec d'autres centres qui, eux, ont accepté. Et puis, il faut que les patients sachent qu'ils sont attitrés, affectés à un CHU, mais ils peuvent en changer. Hein. Oui, mais vous comprenez que c'est pas toujours facile. Oui, c'est pas toujours facile. Des centaines de kilomètres pour aller se faire opérer ailleurs. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas le niveau d'information. Vous êtes là pour ça. C'est pour ça qu'il y a des inégalités flagrantes qui ont été relevées dans le rapport de la HAS. Il notait effectivement des discriminations auprès des personnes diabétiques, obèses, sur les listes. Oui. Donc, c'est noté, c'est clairement dit, mais rien ne change. C'est écrit. Dans le rapport de la HAS. Dans le rapport de la HAS. De la Haute Autorité de Santé. Mais rien ne change. Non. Enfin, rien. En tout cas, il y a encore des cas.
on va dire qu'il y a encore des cas, manifestement, de personnes qui sont infantilisées. On ne dit pas ça à un patient. On ne dit pas à un patient, vous n'y avez pas droit, ou comportez-vous bien et méritez-le. Enfin, c'est... Merci à vous, Nathalie Ménez. Je vous en prie, Élise. Merci beaucoup. Comment expliquer ces différences de prise en charge des patients les plus à risque? Peut-être parce qu'à Marseille, le CHU a mis le paquet pendant des années sur le traitement le plus rentable, la dialyse. Depuis 2005, le service de néphrologie local dispose ainsi d'un bâtiment neuf, réservé à ces activités. Technologie ultramoderne, personnel spécialisé, à l'image de cette unité de dialyse unique en France. Le patron ici, c'est le professeur Yvon Berland. Et quand cette personnalité marseillaise fait la visite, c'est pour vanter son service de dialyse. L'intérêt, c'est que les infirmières qui ont la responsabilité de la surveillance des patients ont ici une parfaite vue de l'ensemble du traitement. Le CHU de Marseille se targue même de posséder le plus important pôle de néphrologie d'Europe. Malgré cet affichage, au niveau national, Marseille ne se classe que 12e en nombre de greffes en 2018, derrière de plus petits CHU comme Tours ou Grenoble. Là où Yvon Berland est vraiment champion, c'est en dialyse. Avec 73 lits réservés à ce traitement, Marseille bat à plate couture les autres CHU hexagonaux. On aurait bien aimé faire une visite avec le professeur Berland. On aurait pu lui poser quelques questions, mais on n'a pas eu le droit. Il n'y a pas d'autorisation pour filmer. Vous ne pouvez pas rester ici. Les équipes de l'hôpital ont refusé toute interview filmée. Alors, nous avons décroché notre téléphone. Oui, bonjour, professeur Berland, Gabriel Garcia pour France 2. Je cherchais à vous joindre parce que je prépare un documentaire sur l'égalité d'accès aux soins et notamment un travail sur l'égalité d'accès à la greffe. Si vous voulez, là, on est face à ces témoignages de personnes en surpoids qui n'ont pas accès à la greffe chez vous. Et les situations qu'on me rapporte sont des situations où, si vous voulez, les patients, à peine ils avaient franchi la porte de la consultation, de leur première consultation de greffe, on leur disait « revenez quand vous aurez perdu 20 kilos ». Et on n'ouvrait même pas leur dossier médical. Donc il y avait une forme de discrimination, si vous voulez, sur le physique. Monsieur Garcia, ça, il y a combien de temps? Même si c'était éventuellement il y a 6, 7, 8 ans, les personnes dont je vous parle, elles ont été greffées ensuite à Nice, à Montpellier, à Lyon, à Grenoble, dans d'autres CHU. Pourquoi est-ce que ça ne se faisait pas à Marseille? C'est ça qui pose question. Écoutez, je suis très... Enfin, vous permettrez quand même que je puisse en être étonné. Voilà. Ça n'est plus le cas depuis plusieurs années. Hein. On a toujours été très attentifs à essayer, chaque fois que c'est possible, d'inscrire les patients en liste d'attente de greffe. Ça, je vous assure, individuellement, je défie n'importe quelle personne de venir voir chaque dossier et de me dire si on ne fait pas ce qu'il faut. Ça, mais vraiment, ça me prend pour très clair. Comment se fait-il que nous, on ait autant de témoignages de personnes en surpoids ou obèses qui disent ne pas pouvoir accéder à la greffe à Marseille, qui sont obligés d'aller dans un CHU à 200, 300, 400, 500 km pour se faire greffer? Non, mais je vous assure, ça n'est plus d'actualité. À entendre Yvon Berland, exclure de la greffe certaines personnes obèses ne serait donc plus d'actualité. Entre 2017 et 2020, à Marseille, 9 patients avec un IMC comme celui d'Hélène ont été greffés. À Montpellier, dans le CHU du professeur Mourad, c'est le double.